Ok, bonjour à tous. Ravi de vous voir et d'imaginer que vous avez plein de projets. Nous allons parler de l'étude de marché, qui est toujours le sujet un peu incontournable quand on se lance, qui fait à la fois peur, mais qui est franchement indispensable et qui est encore plus indispensable par les temps qui courent. Donc je me présente, moi je suis professeur émérite et conseil aussi en création développement. Vous avez mon mail et je vous inviterai en fin de conférence, après vos questions bien sûr, à aller sur le stand d'UNO si vous le souhaitez pour une séance de dédicace. Voilà, je commence directement. Donc nous allons voir 4 points. L'utilité donc de l'étude de marché et encore plus en ce moment. Quelques principes qu'il faut toujours avoir à l'esprit pour bien réaliser et avoir de bons résultats. La réalisation, et puis on terminera sur quelques conseils qui peuvent être redondants par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais qui sont aussi à retenir pour que tout se passe bien. Donc un petit rappel, l'utilité et surtout la place de l'étude de marché. Quand vous avez une idée de départ, elle peut être plus ou moins précise, plus ou moins aboutie, et l'objectif final, ça va quand même être d'obtenir, de construire un business plan. Dans ce business plan, il va y avoir votre business model. Qu'est-ce que vous voulez vendre, à qui, comment, etc. On reverra. Et l'outil de passage, finalement, entre votre idée de départ et finalement un peu l'aboutissement, en tout cas le premier business model pour vous lancer, c'est de réaliser une étude de marché. De ne pas passer outre cette étape pour vraiment être proche, on va voir, du marché. Donc c'est vraiment un incontournable. Et d'ailleurs, quand vous présentez vos dossiers, ou papier, ou par pitch, à des concours, ou devant des investisseurs, ou des groupes, etc., à chaque fois, ils vont insister sur l'étude de marché. Est-ce que vous avez rencontré les clients? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Important. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils attendent? Est-ce que vous êtes sûr d'être en phase avec eux? Parce que c'est vraiment le point absolument central pour que ça marche. On a tous des idées merveilleuses, sauf que les clients en face n'ont pas forcément ces envies merveilleuses. C'est là où il faut que ça matche. Alors pour dédramatiser un peu les choses, l'étude de marché, c'est finalement pas si compliqué que ça. On peut le faire rapidement. On n'est pas obligé de faire une énorme étude de marché comme une boîte du CAC 40 qui veut lancer un nouveau produit dans le monde entier. On peut faire des choses plus réduites, de faible ampleur, mais solides. Donc ce n'est pas si long non plus. Et il faut que ça soit d'ailleurs court, parce que si vous étudiez le marché aujourd'hui et que vous prenez 3 mois, 4 mois, les résultats que vous allez avoir, vous allez les mettre en place. Et dans 6 mois, forcément, les clients, malheureusement, auront un peu évolué. La crise sera passée par là, la concurrence, ceci, cela, et vous serez plus en phase. Donc, il faut quand même aller vite. C'est pas si coûteux parce qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire vous-même. On reparlera sûrement de coûts. On peut faire appel à des aides, des organismes, etc. Donc, c'est pas non plus un truc énorme. Et donc, ce n'est pas réservé aux entreprises existantes. C'est vrai qu'au bout de 6 mois d'existence, vous aurez besoin, pour lancer un nouveau produit, un nouveau service, de refaire une étude de marché. On refait sans arrêt, mais en tout cas, même pour un petit projet, et ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, mais ce n'est pas un projet très capitalistique, par exemple un projet de service que vous pouvez monter avec des moyens limités, il faut quand même avoir réalisé une étude de marché pour être en phase. C'est obligatoire, autrement, avec beaucoup de chance, ça peut marcher, mais bon, pas toujours. Alors, pourquoi il y a une sorte de retour en force de l'étude de marché? Parce que c'est un peu cyclique. À un moment donné, on disait « Oh là là, c'est extraordinaire ». Et puis après, on dit « Oh, ça ne sert plus à rien, il vaut mieux y aller, il faut démarrer, etc. » Pourquoi ça revient en force? Parce que pour à peu près les mêmes raisons, que ce soit des clients individuels en B2C ou des clients industriels en B2B, les clients sont plus volatiles, c'est-à-dire qu'ils changent d'avis assez rapidement. Puis dès qu'il y a une opportunité, tac, ils la saisissent, et puis après, ils oublient, etc. Ils sont perturbés dans leur mode de consommation, c'est-à-dire qu'ils font des arbitrages. On n'a pas des budgets illimités en tant qu'individuels. Et donc, les modes de consommation sont quand même très perturbés ces temps-ci. Ils sont beaucoup plus avertis, même s'ils sont
mal averti de temps en temps, mais bon, il y a des comparateurs, un tas de sites de tous les côtés. Ils sont aussi intéressés par les prix bas, et en B2B, c'est assez clair. Dès qu'il y a un appel d'offres, en général, le premier critère, c'est le prix. Mais les clients veulent aussi de la sécurité quand on est en B2B, même éventuellement en B2C. Donc, finalement, ils ont des comportements complètement paradoxaux. Ça veut dire que vous pouvez voir le même consommateur aller acheter une bouteille de whisky très chère dans un magasin spécialisé et en même temps aller chez Lidl pour faire ses courses. Voilà. Alors qu'avant, on n'aurait jamais pensé parce que sociotype, on va à tel endroit, Là, complètement différent. Pour les vacances, c'est pareil. Pour les habits, enfin, tous les comportements sont complètement paradoxaux. Et donc, il faut saisir la cible précise et le besoin de cette cible précise qui peut être des fois un peu surprenante. D'où le besoin d'étudier vraiment et d'être en phase avec son marché. Ça, c'est vraiment le point central. Il ne faut pas être trop en avance. C'est dommage, ça ne marche pas. Il ne faut pas non plus être trop en retard parce que quand il y a 5, 6, 7 concurrents qui font des choses pas trop mal, pourquoi un 8e aurait encore de la place? Ça va être difficile. Il faut bien connaître, donc on va s'acharner, vraiment s'acharner à connaître et à comprendre leurs demandes. Ça veut dire leurs usages, leurs habitudes, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils regrettent, ce qu'ils auraient aimé avoir, ce qu'ils sont prêts à payer pour avoir. Là aussi, comportement paradoxal, je veux de la qualité, je veux du design, je veux de la sécurité, je veux que ça soit près de chez moi. Ah oui, mais je veux pas payer, ou pas très cher. Ah bah oui, mais comment on fait dans ce cas-là? Bon, voilà. Il faut donc leurs besoins, leurs usages, ça c'est important, surtout les usages, se mettre à la place des consommateurs, des clients, pour voir ce qu'ils veulent. Parce que, malheureusement, j'ai envie de dire, le client reste le roi. C'est lui qui va dire, OK, j'y vais, j'achète, je paye, je m'abonne, j'essaye, etc. Donc il faut bien être en phase, et après, à vous de voir jusqu'où vous êtes capable d'aller, jusqu'où vous voulez aller pour capter ces clients. Mais en tout cas, il faut bien les connaître pour pouvoir aller les rencontrer. Alors, les principes, on l'a dit un petit peu, il faut aller vite. Il faut aller vite parce que vous avez aussi autre chose à faire, à aller chercher des partenaires, à trouver des moyens financiers, des locaux, plein de choses. Donc, il faut quand même diminuer, avoir le maximum d'informations en un minimum de temps. Il faut le faire aussi au moindre coût. C'est-à-dire la débrouille, ça aide bien aussi. C'est la fameuse idée du Lean Startup, aller vite au moindre coût. Et on retrouve aussi toute la fameuse démarche frugale indienne. On ne va pas dépenser des sommes folles. On ne va pas aller très très loin tout de suite. On va aller étape par étape pour valider à chaque fois le projet, l'idée, etc. Avant de dépenser plein d'argent. On ne va pas se monter en société, on ne va pas prendre des locaux avant d'être sûr que ça va marcher. Donc, étape par étape, il faut apporter des preuves. Donc ça, vraiment, c'est hyper, hyper important. Tous ceux que j'ai vus dans tous les concours, dans tous les pitchs auxquels j'ai été invité, etc., et encore quand j'aide des porteurs de projets ou des étudiants à créer, apporter des preuves. Ceux qui arrivent en disant, voilà, moi j'ai 15 ans d'expérience, je connais bien le marché, donc je sais que ça va marcher. Ça, c'est non. Bien sûr, ils ont de l'expérience, bien sûr, ils connaissent le marché, mais ils connaissent à la limite trop bien et ils ont fait des coupes, ils sont passés à côté de petites informations que quelqu'un qui débarque, entre guillemets, qui ne connaît pas le secteur, va lui regarder. Donc il faut apporter des preuves. C'est-à-dire, je crois, je pense, je sais, j'imagine, j'estime, etc. Non. Par contre, d'après les données de l'INSEE les plus récentes, les clients, d'après tel expert sérieux reconnu, Okay ? Apporter des preuves. Et l'étude auprès des futurs clients, c'est aussi, bien sûr, des preuves. J'ai interrogé tant de clients à tel endroit, les réponses, c'est celle-ci, celle-ci.
Mais vraiment, apportez des preuves, ne restez pas sur du flou, je pense, je crois, je sais. Et ça, on a un peu du mal, surtout si on a beaucoup d'expérience dans le secteur. Et puis, bien sûr, cette étude de marché, c'est pas juste pour se faire plaisir, hein, c'est pour obtenir 2 résultats. Un, c'est construire son business model, donc justement le premier gros bloc du business plan. Et puis aussi estimer son chiffre d'affaires prévisionnel, parce que après on passe la main à la finance. Et après on va regarder chiffre d'affaires, coût, on est rentable au bout de combien de temps, pour continuer ou pas. Donc pour atteindre ce fameux business model, un rappel pour qu'on soit tous bien d'accord. Comment on gagne de l'argent ? En vendant quoi ? Mais quoi précisément ? Est-ce qu'on vend un produit ? Est-ce qu'on vend un service ? Est-ce qu'on vend un produit plus un service ? En vendant à qui ? À une cible de clients, surtout pour démarrer. Ce matin, j'ai lu encore des premières ébauches d'étudiants là, d'une école d'ingénieurs pour qui je travaille. Et ça m'a fait rire parce qu'il y a un projet où ils écrivent « Ah oui, on peut satisfaire tout le monde ». Non, on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est dommage, mais on peut satisfaire qu'une cible de clients, surtout au départ. Au départ, on n'est pas connu, on n'est pas crédible, il faut faire ses preuves, et puis on n'a pas les moyens, ni physiques, ni financiers, d'atteindre tout le monde. Donc il faut se faciliter la vie, bien sûr, et trouver la cible la plus facile à atteindre, en espérant que ce soit la plus importante en volume et la plus solvable, évidemment. Mais à qui vraiment précisément ? Quand va-t-on démarrer et quand va-t-on faire les ventes les plus importantes ? Donc, est-ce qu'on va avoir un business cyclique ou pas cyclique ? S'il est cyclique, c'est bien déjà de penser à un deuxième business qui sera contracyclique, pour pouvoir, si vous vendez plein de choses au moment des fêtes de Noël, c'est bien d'avoir des choses à vendre pendant l'été ou avant l'été, pour étaler un peu vos coûts et avoir 2 pics de chiffre d'affaires. Comment vous allez le faire ? Est-ce que vous faites tout seul ? Est-ce que vous faites appel à des distributeurs ? Est-ce que vous passez par un partenaire ? Est-ce que vous faites sous-traiter ? Est-ce que vous fabriquez ? Est-ce que vous assemblez ? Voilà, comment on fait ? Parce que derrière le comment, il y a tous les coûts, toute la liste des coûts qui vont intervenir. Et le dernier point qui est vraiment central et qui est presque la résultante aussi de l'étude de marché, avec quel avantage compétitif ? C'est-à-dire avec quelle valeur ? Il faut au moins apporter un avantage compétitif à ses clients. Je vais prendre un exemple tout bête d'un pressing. Vous dites, voilà, moi je veux monter un pressing écolo. Bon, ok, forcément, les prix un peu plus élevés. Mais qu'est-ce que vous allez apporter de plus ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en avant ? Sur quoi vous allez pouvoir communiquer auprès de vos clients pour qu'ils fassent l'effort de traverser une rue supplémentaire, par exemple, ou de faire 50 mètres de plus ou 50 mètres de moins, et de changer leurs habitudes avec leur pressing qu'ils connaissent bien, avec qui ils peuvent papoter et dire « Ah, là, il y a une tâche spéciale, vous me faites un petit truc en plus, etc. » Pourquoi ils vont faire un effort, entre guillemets, pour venir chez vous ? Et ça, cet avantage compétitif, c'est hyper important parce qu'on peut communiquer dessus. Et donc là, on peut se différencier des autres, de la concurrence, et montrer qu'on a des choses en plus. C'est pas la peine d'en offrir 45 000. Quelquefois, on voit des projets, ça peut faire, c'est écolo, et en plus, c'est pas cher, et puis ça dégrade pas ceci, et puis ça crée de l'emploi, et machin. Ok, le client est un peu perdu, même en B2B. C'est un avantage phare, le truc choc. Éventuellement 2. Au-delà, ça devient difficile à apporter. Mais ça, c'est vraiment hyper important. Si vous n'avez rien de plus que les autres, ça va difficilement faire l'affaire. Donc voilà les principes de base. Maintenant, comment on s'y prend ? Donc on a dit étape par étape. J'en ai repéré 6, ou en tout cas identifié bien 6. On va
regarder en détail. La première, c'est de concrétiser au plus vite son idée par ce fameux Minimum Viable Product, le MVP, ou ce qu'on appelle aussi POC, Proof of the Concept, quand c'est un peu plus techno, ou en tout cas c'était le terme le premier utilisé. Donc des fois on peut vous demander quel est votre POC ou quel est votre MVP. Donc il faut concrétiser, et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Il faut tester ce MVP. Quand on a dit qu'il faut aller vite et à moindre coût, on va le tester rapidement auprès... Alors, je suis désolée pour les termes anglais de temps en temps. Les early adopters, ça veut dire les clients les plus concernés. Pour voir s'ils sont OK ou pas OK et comment on peut améliorer déjà. Ensuite, si la réponse est positive, ce qu'on va voir, on va analyser finement le marché et la concurrence pour voir justement comment on peut se différencier. Là où on peut vraiment cibler une niche très précise et se différencier de la concurrence. On peut à ce moment-là encore améliorer son projet. On peut toujours l'améliorer à la marge pour se différencier. Et là, on va vraiment, et simplement là, tester auprès de ses futurs clients. C'est pour ça qu'on dit aller vite et à faible coût. C'est pas la peine de se lancer dans une étude de X clients dans toute la France ou dans une région ou dans une ville donnée si les étapes précédentes n'ont pas été positives. Donc à ce moment-là, on teste auprès des futurs clients. On espère que la réponse soit positive et là, on peut estimer son chiffre d'affaires prévisionnel. On sait combien on a de clients, quand ils vont acheter, à combien, et là, on peut faire des multiplications. Donc, première étape, concrétiser son idée. Alors, déjà, au départ, il est bien de savoir si on a un projet B2B, donc business to business, ou B2C, grand public. On ne peut pas, à part pour certains projets, mais déjà d'une belle ampleur, avec des bons fonds pour démarrer à la fois en B2B et en B2C. C'est quand même très compliqué. Il vaut mieux choisir un camp et après attaquer le deuxième si besoin. J'ai rayé business to government pour la simple raison que pour se lancer, bien sûr, c'est pas la bonne cible, c'est pas les bons clients. C'est dommage parce que c'est un marché énorme. C'est toutes les collectivités locales, toutes les institutions, les prisons, les écoles, les EHPAD, tout ça, c'est énorme comme marché. Sauf que ces marchés-là, enfin ces clients-là, passent justement par des marchés. Donc le temps que le marché soit lancé, qu'on réponde au marché, qu'on ait la réponse positive au marché et qu'après on ait le règlement, à ce moment-là, vous êtes déjà coulé parce que vous n'avez plus de moyens. Donc c'est très très bien d'envisager tous ces marchés-là, mais dans un second temps. Dès que vous avez du cash, dès que ça marche bien, là vous pouvez le faire. Mais en lancement, franchement, c'est compliqué. Ou alors il vous faut vraiment un trésor de guerre, il faut le savoir, pour pouvoir vivre pendant 8, 9, 10 mois. Si vous avez la réponse en février, ils peuvent aussi très bien vous payer qu'en octobre. Donc ça prend du temps. Et puis il y a des projets qui sont B2B2C, c'est-à-dire que vous allez vendre à un industriel qui va l'intégrer, lui, dans sa production pour soit le vendre, soit le distribuer ou le donner gratuitement à des clients. Et à ce moment-là, l'étude de marché est un peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'il faut convaincre, avoir la réponse des clients, du client final, le C, pour aller voir le B, votre client, celui qui va payer, vous payez pour le dire, voyez, les clients sont FANA et donc on peut contracter. Donc concrétiser, c'est d'abord ça, savoir quel type de client on veut avoir, quelle cible de clients, donc on en a parlé, pas tous les clients, on commence par, si on est en B2C, on commence soit par les ados, soit par les très jeunes de tel à tel âge, ou par les seniors, ou par ceux qui ont tel revenu, ou par ceux qui ont 5 enfants et plus. Voilà, quelle cible. Et puis, quelle proposition de valeur, donc c'est votre fameux avantage compétitif. Et pourquoi on a besoin de concrétiser son idée ? Si je reprends l'exemple du pressing écolo, je suis sûre que dans la salle, tous, vous avez une imagination, vous voyez un pressing écolo. Soit vous en avez déjà vu un et vous dites « Ah, tiens, c'est le pressing de la rue machin », ou soit vous imaginez un pressing écolo.
Et je suis prête à parier que ça ne ressemble pas du tout au pressing que j'ai moi dans ma tête. Donc pour qu'on parle de la même chose, on a besoin de concrétiser. C'est-à-dire que j'ai besoin de vous montrer mon pressing. Alors comment je peux vous le montrer? Je peux le montrer par une photo. Donc on prend des photos disponibles sur le net par exemple, ou vos propres photos, vous bricolez quelque chose qui ressemble à ce que vous voulez faire. Ça peut être une maquette, papier, carton, collage, etc. Mais on voit ce que ça donne. Votre objet, ce que vous voulez. Ça peut être un petit film que vous tournez ou une petite vidéo avec votre téléphone simplement, pas cher. Si vous voulez monter un site internet, c'est la landing page, de voir un peu la physionomie, à quoi ça va ressembler. On va cliquer sur tel bouton quand on va ouvrir l'appli, etc. Mon pressing, je peux vous montrer des photos, voir les couleurs, etc. Mais je peux vous montrer surtout une plaquette, un programme. Ça veut dire que déjà la couleur de la plaquette, l'illustration, les tarifs, la façon d'écrire la prestation, ça va donner une idée. Et donc là, on peut discuter de ça. Ça peut être aussi un prototype, mais un petit prototype fait aussi rapidement et à pas cher, et pas un vrai proto qui va demander des semaines ou plus et beaucoup plus d'argent. Donc c'est important vraiment d'avoir quelque chose de concret à montrer. Et pas simplement une idée, parce qu'on a tous plein d'idées. Chacun a sa vision des choses. Donc vraiment, voilà. Moi, j'ai envie de faire des gobelets en papier de bambou qui viennent de je sais pas où et qui ont cette taille-là, cette forme-là. Voilà, ça va ressembler à ça. Après, on aime, on n'aime pas, c'est autre chose. Mais au moins, on peut discuter, c'est ça. Mon projet, c'est ça. Donc, commencez très vite. Il faut sortir de sa zone de confort. C'est pas très facile tout le temps, mais il faut y aller. Tout de suite, le plus vite possible. Si vous n'avez pas ça maintenant, dès demain, il faut y aller. Ce MVP, vous allez pouvoir le tester. Donc, auprès des fameux clients très, très avertis, les premiers clients. Vous avez tous vu à la télé les premiers clients, alors je vais les citer, du magasin Apple, quand ils font une nouveauté, les clients qui font la queue dans la rue la nuit et qui sont les premiers, je suis le premier à avoir le truc machin nouveau, tata. Bah ça, c'est un early adopters. C'est vraiment ceux qui sont les plus concernés. D'accord ? Ça peut être dans une file de cinéma, des gens qui vont dès le premier jour de la sortie du film, à la première séance, c'est aussi des gens fanats de cinéma. Okay ? On peut aussi les trouver sur Internet. On peut lancer sur LinkedIn ou ailleurs des petits messages en disant si vous êtes atteint de problèmes d'acouphènes, par exemple, je pense à un projet très précis, on vous offre aux 500 premiers qui répondent un système qu'on est en train de tester, contre évidemment, pendant, c'était 3 mois, des retours d'expérience. OK ? Voilà, on a les early adopters, on peut faire des tests en direct. Ces gens-là, donc on n'a pas besoin d'en avoir des tonnes non plus, c'est des gens vraiment qui ont envie, ou ceux qui font les essais de bêta-tests sur les ordis, sur les téléphones, etc. Soit ils sont OK, c'est génial. S'ils sont OK, ça veut dire que, a priori, l'ensemble des clients suivra plutôt leur avis. S'ils sont mitigés, on va regarder très précisément le marché de la concurrence pour retravailler son MVP et on repasse à la phase de test. Et puis, si la réponse est non, on écoute ce qu'ils nous disent parce que c'est vraiment important. Et à ce moment-là, on peut peut-être pivoter, changer un peu de cible, améliorer des choses. Et si vraiment la réponse est non, vraiment c'est débile, ça marchera jamais, on n'en a pas besoin, on s'en fout, etc. Ça peut arriver. À ce moment-là, il vaut mieux arrêter, passer à une autre idée parce qu'on a d'autres idées. Et là aussi, on est allé vite, on n'a pas dépensé beaucoup d'argent. Et puis, on n'a pas détruit son ego parce qu'on passe à un autre projet. Le meilleur exemple de pivot, c'était la Twingo chez Renault, qui était faite pour les jeunes qui n'avaient pas beaucoup de budget. Manque de bol, et pourtant c'était quand même Renault. Et manque de bol, c'est les seniors qui se sont rués sur la Twingo. Bon, voilà, un pivot, même pour une grande entreprise. Donc, on teste, voilà, rapidement, on a déjà des idées, et ça permet aussi de
surtout, il faut écouter. Ça, c'est vous qui le faites. Vous ne déléguez pas, vous faites ça vous-même. Alors, bien sûr, il faut de temps en temps se dire « j'écoute et je ne dis rien, je suis zen ». Mais tout ce que les early adopters vont vous dire est important pour l'intégrer dans votre projet et améliorer votre projet. Des fois, il y a des trucs mais idiots, on n'a pas pensé. Ah, bah, ça serait quand même plus sympa si il y avait un tout petit rebord, là, comme ça, qui accroche pas les lèvres, nanana. Ah, bah oui, dans le fond, tiens, on peut le faire, c'est facile, ça va nous faire une différence. OK ? Donc, il faut vraiment écouter et on peut s'améliorer à ce moment-là. On va penser qu'on a une réponse positive. Et là, on va pouvoir analyser finement, parce que vous connaissez bien sûr le marché et la concurrence, mais on va regarder de plus en plus finement le marché et la concurrence. On va utiliser d'abord des sources secondaires et après des sources primaires, pour la simple raison que les sources secondaires, les revues, les rapports, etc., c'est plus facile d'accès et ça permet de se forger, d'avoir une bonne idée des choses. Et une fois qu'on a une bonne idée des choses, on peut aller voir les sources primaires qui sont les fournisseurs, des distributeurs, aller dans des salons, regarder dans des clubs, etc. Surtout, on ne va pas évidemment voir les concurrents. Les concurrents, on les étudie en secondaire avant, de loin. On ne va pas aller voir un concurrent en disant « Ah tiens, dans le fond, c'est intéressant, nanana ». On se retrouve toujours et puis votre idée peut être éventuellement prise. Donc les concurrents, on les regarde beaucoup, mais de loin. Ça permet, quand on regarde le marché, de répondre à cette série de questions. Quelle est la demande actuelle de produits similaires, pas forcément le même, mais qui apportent le même usage, la même satisfaction. Exemple, j'ai 2 heures de temps à tuer. Je peux aller au cinéma, je peux m'acheter une BD, me mettre dans un café, je peux aussi aller à la piscine. Ça n'a rien à voir, mais n'empêche que c'est quand même des produits ou des services similaires. Donc en volume, en valeur, etc. Les comportements d'achat actuels des clients, donc sans votre offre à vous, mais trouver toutes les informations. Est-ce qu'ils sont fidèles ou non, quel âge ils ont, où ils sont, où ils habitent, si c'est des entreprises de quelle taille, quel secteur, dans quel lieu, etc. Et on peut aboutir à faire des personas, notamment en B2C, pour avoir des typologies de clients. La techno, bien sûr, où on en est, le coût d'accès, la facilité d'accès, les évolutions, on a besoin de savoir tout ça. Ne pas oublier les contraintes réglementaires, parce qu'il y en a de plus en plus dans tous les sens. Donc, c'est bien d'être pile dans une contrainte qui arriverait. Il faut porter un casque pour tel type de vélo ou de cyclomoteur, etc. Ça tombe bien, j'avais envie de me faire des casques spéciaux. Tac, opportunité. Et puis, les facteurs clés de succès des clients, c'est vos fameux avantages compétitifs. Ça veut dire que si les clients disent majoritairement je veux du design, c'est le numéro 1 par exemple pour une voiture, vous pouvez vous approprier ce facteur clé de succès en embauchant un designer ou en travaillant avec un designer pour leur apporter justement cet avantage. Donc toutes ces infos sur votre marché actuel, sans vous, vous allez pouvoir, à partir de ça, faire un petit tableau de synthèse. Alors là, j'ai repéré que les 5 points les plus importants, les points plus, les points moins, pour vraiment, honnêtement, faire un bilan de ce marché. On va faire la même chose sur la concurrence. La concurrence directe, mais aussi donc la concurrence indirecte, celle qui apporte une même satisfaction. Et on va, pareil, on va faire un grand tableau, concurrent numéro 1, depuis quand il est, quel est le nombre d'innovations, les moyennes des prix, etc., etc. Et on va pouvoir se faire un tableau des plus et des moins. Et avec ça, on va avoir une vraie bonne vision des choses pour voir où il y a des opportunités précises sur le marché et où, par rapport à la concurrence, on peut se créer, avoir une place. Ce qui va permettre donc d'aboutir à l'étape 4 dans notre process, qui est de vraiment se différencier. Donc vous voyez,
j'insiste vraiment sur cet avantage concurrentiel. Vous pouvez à ce moment-là encore, en fonction de ce que vous avez récolté comme information sur le marché de la concurrence, on peut encore améliorer son MVP. On peut encore améliorer son projet. On peut, par exemple, modifier les horaires d'ouverture. On peut faire un tarif supplémentaire pour telle chose. On peut penser à un abonnement pour tel cas. Okay ? On peut toujours encore améliorer. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous positionner justement par rapport à ses concurrents, dire voilà, moi je vais attaquer telle cible avec tel avantage de telle manière. Et là, vraiment, vous allez avoir un positionnement ferme sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour discuter et le présenter à des partenaires et aussi pour pouvoir communiquer. C'est important si vous avez... vous rencontrez quelqu'un et dit « Ah, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?»« Ah ben, je travaille sur un projet, tatata. » En 1 minute, vous pouvez raconter votre projet. Et ça, c'est votre positionnement. Et dans votre positionnement, pensez bien à vous différencier, donc à apporter ce fameux avantage concurrentiel. Se différencier des concurrents. Faire... Alors souvent, on dit faire mieux. C'est pas forcément faire mieux, mais c'est faire en plus. Faire quelque chose de différent. Apporter un plus. Et un plus qui est évidemment très apprécié par votre cible de client, qui est très demandé et qui va être valorisé. Une fois que vous avez votre positionnement avec votre différenciation, là, on va pouvoir passer à l'étape finalement presque finale et centrale de votre étude de marché, qui est de tester auprès de vos futurs clients. Et simplement à ce moment-là. Donc, soit vous faites des focus group de 5, 7 ou 9 personnes, toujours un nombre impair. C'est surtout valable pour en B2B, mais c'est aussi fonctionnel en B2C. On peut les faire à distance, on peut les faire de manière anonyme en B2B, quand les gens n'ont pas envie de se rencontrer et de se mettre autour d'une table. On peut observer aussi. On va à la sortie des magasins à des heures différentes, à des jours différents, et on regarde, on note comment les gens se comportent. On peut aller dans les rayons et noter des choses aussi, comment les gens achètent, etc. Dans les fils de cinéma, et on écoute, on observe et on écoute, etc. C'est intéressant. On fait aussi, et ça c'est important, des entretiens, ce qu'on appelle qualitatifs, c'est-à-dire c'est des entretiens semi-directifs. À partir d'un guide d'entretien, pour comprendre les usages actuels des clients, pour comprendre leurs gênes, leurs freins, leurs difficultés, leurs attentes, et puis aussi tester leur acceptation. Donc un guide d'entretien, c'est une liste de 10, 12, 15 questions maximum, avec d'énormes points d'interrogation à la fin. Quand vous avez acheté votre dernière voiture, quelle a été votre première satisfaction? Point d'interrogation. Que pensez-vous de... Non. On veut capter l'information et on va la resserrer de plus en plus, ce qu'on appelle en entonnoir. On part de questions relativement larges et on arrive à la fin. Si vous pouviez acheter ce gobelet dans tel endroit, hein, est-ce que vous l'achèteriez? Est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? Oui, à changer de comportement. Est-ce que vous l'achèteriez souvent pour faire le 4 heures des enfants le mercredi, pour votre consommation habituelle, pour partir en week-end, etc. Vous pensez que vous en achèteriez combien par mois ou par semaine et à quel prix? Et donc là, on va resserrer à la fin et on va pouvoir estimer le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc ça, c'est important. Soit vous échantillonnez, c'est-à-dire soit vous trouvez le nombre de clients à interroger par la méthode des quotas. Ça veut dire, vous dites, voilà, je vais interroger 50 personnes, ce qui est déjà un bon chiffre, ou 25 personnes, qui sont à l'identique de ma population cible. Donc de telle tranche d'âge, de tel lieu, de nombre d'enfants si c'est en B2C, ou de tel type de secteur, de tel type de taille, de tel type d'industrie, si c'est en B2B. Donc on se crée finalement une petite population identique à la population cible totale. Ça, c'est la meilleure solution.
me semble-t-il, est aussi la plus simple. Autrement, on peut utiliser la méthode aléatoire, et là, on va pouvoir interroger, peut-être qu'on va tomber sur 322, 142, 72. Bon, donc, méthode des quotas, c'est quand même bien... On a une vraie représentation, et après, pour étudier ces informations-là, c'est quand même bien pratique. On peut aussi, bien sûr, faire des sondages. Si votre population, si votre cible est digitale, évidemment, on peut faire des sondages. Si la cible n'est pas franchement digitale, c'est un peu compliqué. Et dans les sondages, vous avez dû essayer, ou de temps en temps, de répondre à des sondages. On dit oui, non, hein, on coche ou on ne répond pas. Et en tout cas, il n'y a aucune question ouverte. Quand à la fin, on dit « Pouvez-vous donner votre avis ?» Hop, terminé, j'envoie, c'est fini, j'ai répondu. Okay, bah, si vous avez besoin des infos, c'est compliqué. Donc, les sondages, c'est pas... moi, je préfère mettre du temps ou sur les focus group ou sur les entretiens quali, sans oublier l'observation si on en a besoin, que sur les sondages qui sont en général quand même un peu faiblards. Sauf si vraiment vous voulez vendre quelque chose de digital à une population digitale, là, on peut y aller. Évidemment, on en arrive presque à la fin. L'étape 6, ça permet d'estimer son chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, on va pouvoir faire des grandes multiplications. L'intérêt et la sécurité, c'est d'estimer. Donc, on ne dit pas de calculer, mais d'estimer. Il n'y a pas de virgule. C'est des estimations un peu grossières, mais quand même plutôt précises, par plusieurs méthodes. Donc, en général, on calcule de 2 ou 3 méthodes et on regarde, voir s'il y a d'énormes différences. Donc là, on revient sur les calculs et sur l'étude qu'on a faite. S'il y a des petites différences, bah, c'est normal, c'est la vie. On n'est pas un chiffre pile comme ça. Et de toute façon, par principe de prudence, on prend après, pour les éléments financiers, l'estimation la plus basse. De toute façon, si vous ne le faites pas, si vous prenez la plus haute et que vous donnez votre dossier à quelqu'un, il va prendre son gros crayon rouge, il va faire une grosse croix et il va dire « Ah non, moi je préfère le chiffre d'affaires le plus bas », par principe de prudence. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour calculer, pour estimer ? Soit par l'offre, donc ce qu'on vient de faire, la grande multiplication, le nombre de clients multiplié par le nombre d'achats, multiplié par le prix, etc. On peut aussi estimer par la demande. On peut prendre un pourcentage de la demande. Si vous avez interrogé des experts qui vous disent « Oui, vous pouvez démarrer sur 2-3% du marché, c'est sûr, ça marchera », là, à ce moment-là, ça va plus vite. On dit qu'on peut calculer par le seuil de rentabilité, mais c'est quand même, à ce stade-là, bien compliqué, donc je vais passer. Ce qu'on regarde aussi, c'est par analogie. Ça veut dire qu'on essaye de trouver quelqu'un qui a démarré il n'y a pas très longtemps, qui fait à peu près des choses similaires, qui a à peu près la même taille, à peu près dans la même région, et on se dit, bah moi je trouve, j'estime à 2 millions mon chiffre d'affaires la première année, et eux ils ont démarré avec à peu près la même physionomie, et eux ils sont à 600 000 € la première année. Peut-être que j'ai un peu surestimé quelque part des trucs, donc on va regarder. Par contre, si on est à peu près en phase, à peu près dans les clous, c'est bon, ça rassure. Et ça va être aussi une preuve de dire, bah, vous voyez, telle entreprise qui a démarré, elle a abouti à tant de chiffre d'affaires, donc moi, c'est possible que je fasse tant. Et puis aussi, comme test, ce qu'on peut faire, c'est un vrai test en réel. Ça veut dire que si c'est possible, vous prenez un stand sur un marché et vous essayez un jour de grande affluence et un jour de petite affluence pour voir ce que ça donne. On peut louer un pop-up store pour voir. On va dans un salon et on prend un petit stand. Là aussi, on essaye de trouver des astuces pour que ce soit pas très cher. Et en direct, on fait vraiment du chiffre d'affaires. Et à ce moment-là, on peut dire, bah voilà, ça marche comme ça. Et en une journée, j'ai fait tant. Et on peut estimer pour le reste de l'année. Bien sûr, après, on estime pour 3 années. Donc, c'est simplement là une augmentation en pourcentage en espérant qu'on soit en phase avec le marché. Si le marché est à plus 5%, on espère qu'on sera à minima à 5% et peut-être plus à 6 ou à 7 en fonction de ce que l'on a envie de faire, de ce qu'on peut faire aussi. Et on estime pour 3 ans. Mais l'estimation la plus
précise, c'est évidemment pour la première année, avec des preuves et surtout en prenant le chiffre d'affaires le plus bas par principe de prudence. Je vois l'heure qui défile et vos questions, j'imagine. Donc, je passe au dernier conseil. Ce que j'ai déjà dit, préparez un MVP au plus vite. Vraiment, faites ça le plus rapidement possible. Apportez toujours des preuves. Soignez les entretiens ou les focus group pour vraiment récolter l'information, les désirs, les attentes, les usages de vos futurs clients. Et, comme on vient de le voir, estimer le chiffre d'affaires prévisionnel. Avec prudence, on prend toujours le plus bas pour démarrer. Quelquefois, on a de très bonnes surprises, mais il vaut mieux avoir des bonnes surprises de ce genre que le contraire. Voilà ce que je voulais vous dire en un minimum de temps. Je vous montre ce que j'ai écrit, seul ou pas seul, aux éditions Duno, et c'est pour ça que je vous invite après sur le stand Duno. Donc vous trouverez, pour pas que je le répète plusieurs fois, dans la boîte à outils, c'est vraiment des outils, c'est 2 pages ou 4 pages par outil pour créer son entreprise. Tout ce qu'on vient de voir sur l'étude de marché est bien sûr en beaucoup plus précis et plus complet sur le premier en bas. Et vous avez l'ensemble de la création, l'ensemble du business plan en haut. Et puis, on a écrit un bouquin avec 2 autres collègues pour tous ceux qui se demandent encore si je quitte mon poste de salarié pour devenir entrepreneur, avec les questions surtout et les points sur lesquels il faut faire attention. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet et le plus rapide possible aussi, et j'attends vos questions. Je me demandais si vous aviez éventuellement des sources à nous conseiller où on pourrait se renseigner pour faire nos études chiffrées sur le nombre de cibles qu'il peut y avoir sur un tel secteur, sur un tel marché, comparativement à, par exemple Xerfi, ou est-ce qu'il y a des sources qu'on peut utiliser pour bâtir notre chiffre d'affaires prévisionnel, etc. Oui, alors les meilleures sources auxquelles malheureusement on n'a pas accès, c'est celles des impôts. Alors ça, elles sont hyper précises, ou les douanes, mais on n'y a pas accès non plus, sauf si on a des contacts privilégiés. L'INSEE, c'est aussi par boule de neige, c'est-à-dire qu'on commence par une donnée un peu générale qui renvoie, les petites notes de bas de page sont toujours intéressantes, qui renvoient à une étude. Il y a des études très sympas de la documentation française, qui sont en général ou gratuites ou vraiment pas chères. Le Crédoc a des données très intéressantes en B2C, justement, sur le comportement paradoxal des clients. Autrement, les fédérations, les syndicats professionnels, alors certains sont ouverts et ont des chiffres accessibles, d'autres pas. Bon, ça dépend. Mais ils ont en général beaucoup d'infos. Et là aussi, des fois en téléphonant, etc., on est dans une demande bien précise, on a des infos. Oui, donc je me posais la question, par exemple pour un MVP, dans une prestation, par exemple, de coaching collectif. C'est pas un gobelet, on est d'accord. Donc, et la nature du produit que je vais vendre, il va être très dépendant de l'écosystème que je vais avoir en face de moi. Donc c'est là où je vois ça un petit peu plus compliqué de donner un MVP parce que par construction, il va être co-construit avec le client. Oui. Alors, de toute façon, en généralisant un petit peu, quand on travaille sur un service, c'est toujours plus compliqué qu'un produit qu'on peut visualiser facilement. Mais là, justement, un petit film qui met en scène peut expliquer, une brochure, la façon dont vous allez présenter votre brochure, les couleurs, le texte que vous allez faire figurer, va donner déjà une impression. Voilà. Vous ne pouvez pas faire plus. Et à cela se rajoute aussi une question annexe pour le facteur qui va me différencier d'autres prestataires, comme il y a multi-coach, blabla, des cabinets, des indépendants. C'est hyper individuel, en fait. Là, vous allez mettre vos tripes dans votre brochure ou dans votre film. D'accord. Pour montrer qui vous êtes et donner envie d'aller vers vous. Donc, c'est plutôt sur la personne
qui va donner la prestation. Ouais. Ok. Mhm. Ok, merci. Quelqu'un veut le micro? Oui. Vous n'abordez pas l'analyse des facteurs environnementaux qui peuvent influencer le marché? Si, alors c'est dans la demande en fait, dans la partie demande. Mais par exemple, moi je ne prends pas un temps fou pour faire la fameuse analyse Pestel, qui est très intéressante quand on est en place, etc. Mais dans les facteurs environnementaux, vous avez la technologie et elle est là. Vous avez les clients et ils sont là. Vous avez la concurrence et elle est là. Et vous avez le marché et la réglementation. Donc on les retrouve là comme ça. Mais prenez pas un temps fou non plus, vous n'êtes pas l'INSEE. L'INSEE est là, il y a plein d'organismes qui donnent des infos. Donc prenez vite ce qui vous intéresse, mais ne passez pas un temps fou sur cette partie environnementale. Consacrez-vous vraiment aux clients. C'est mieux. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment on peut faire son étude de marché quand on est dans un secteur en absence de concurrence, quand on est dans un environnement qui ne connaît pas le produit. Alors, dans un environnement qui ne connaît pas le produit, c'est ce qu'on fait, c'est de la co-construction justement avec vos futurs clients. Ce qu'on fait par exemple dans le domaine de la pharmacie, de la médecine, etc. Là où on co-construit avec eux. Par contre, dans un domaine où il n'y a pas de concurrence, ça, j'ai un peu plus de mal parce qu'il y a forcément de la concurrence, peut-être à l'autre bout du monde, qui ne vous touche pas, mais vous pouvez vous en inspirer, ou de la concurrence indirecte. J'ai un peu plus de mal, et en général, ceux qui vont lire vos dossiers si vous avez besoin, ou les centres d'aide, ou etc., vont un peu tiquer sur le fait qu'il n'y ait pas de concurrence. Peut-être regarder ça bien clairement. En tout cas, la concurrence indirecte, je pense quand même qu'il y en a un peu. Oui, bonjour. Du coup, vous avez dit un truc qui m'a beaucoup interpellée. Vous avez dit dans l'étude de marché, pour faire son produit, il faut ni être trop en retard, ni trop en avance. Et moi, j'ai peur dans mon projet d'être un peu trop en avance parce que j'ai regardé les études de Xerfi. Et moi, je suis dans la cosmétique. J'aimerais créer ma marque de cosmétique. Et en fait, en 2025, Xerfi a prévu la traçabilité pour se différencier. Et du coup, moi, je sais pas ce que je dois en penser parce que je suis actuellement sur l'étude de marché, je suis actuellement sur les sondages qualitatifs. Enfin, j'interroge mes cibles, du coup les MVP. Mm-hmm. Et du coup, je sais pas si je suis trop en avance ou comment je dois prendre ça. Alors, d'une façon générale, c'est vrai que c'est pas top d'être trop en avance parce que les clients ne sont pas prêts. Et vous allez vous fatiguer, vous user un peu avant que les clients soient en phase. Pour savoir si vous êtes trop en avance ou pas, c'est effectivement la réponse des clients. S'ils vous disent ce sujet-là ne m'intéresse pas, ou pas tout de suite, ou oh, c'est pas ma préoccupation première, là vous pouvez peut-être vous dire que vous êtes un peu en avance, effectivement. Mais c'est cette réponse-là, c'est leur réponse qui va vous permettre de dire je suis beaucoup en avance, ce qui n'est pas bon. Ou je suis un tout petit peu en avance, et à ce moment-là, si vous êtes un tout petit peu en avance, vous pouvez jouer là-dessus pour communiquer. Et vous démarquer, et donc vous différencier des autres. Mais pas être trop en avance, parce qu'on se fatigue pour rien. Souvent, on dit qu'il vaut mieux être le numéro 2, et profiter, le 2 en talonnant vraiment le numéro 1. Mais en profitant de toute la com, de tous les faits entraînants, du numéro 1, du leader, et passer juste derrière avec une petite différence et marquer le coup. D'accord, merci beaucoup. Donc vraiment, interrogez-les vraiment là-dessus. Est-ce que vraiment ils sont prêts aujourd'hui, enfin au moment où vous pensez sortir, à acheter vos produits de telle manière, à tel prix, etc. Alors bonjour, moi j'avais une question sur le MVP. Donc quand on a plusieurs cibles, justement, donc on avait l'exemple tout à l'heure pour la voiture que vous aviez donné. Comment vous conseillez de faire des focus group
pour éviter justement le fait que peut-être ça parle pas à une cible, mais peut-être plus à une autre? Alors, le principe, c'est un focus group par cible. Et avec ça, ne pas avoir trop de cibles pour démarrer, pour ne pas d'abord avoir une ampleur d'études impressionnante. Essayer de temps en temps, on n'est pas très très sûr de sa cible, effectivement, et donc on a besoin de se rassurer et de valider les choses. Essayez de démarrer sur 2 cibles maximum. Et donc faire 2 focus group, et à ce moment-là, vous verrez bien qu'il y en a un, normalement, qui se détache. Mais autrement, oui, si vous mélangez le public, ça ne va pas marcher. Juste si je peux compléter, alors pour donner un exemple, parce que pour être sûr de bien comprendre aussi votre réponse, si par exemple on a des personnes qui vont travailler plutôt en paye, d'autres qui vont être plutôt dans le conseil, mais qui peuvent se ressembler quand même, du coup est-ce que ça a peut-être du sens de les mixer ou vous conseillez quand même de les séparer Alors c'est là où les personnages, je reviens un peu en arrière, c'est là où les personas sont intéressants. Parce que les personas, c'est finalement des groupes homogènes de clients. Donc si vos 2 cibles-là sont finalement, ont des activités différentes, mais sont quand même homogènes dans leur mode de fonctionnement et dans leurs besoins, là, vous pouvez les mixer. Si par contre, elles ont des motivations, des usages, des fonctionnements très différents, à ce moment-là, vous devez avoir 2 focus group. Merci beaucoup. J'aime beaucoup votre idée de pop-up store. Est-ce que vous connaissez des organismes sérieux qui, effectivement, montent des pop-up stores à destination de créateurs, enfin, dans lesquels il y aurait en fait une mutualisation sur un temps donné de... Alors, avec mutualisation, je crois qu'il y a un site qui fait ça. Autrement, je n'ai pas de référence spéciale à vous donner, mais si vous allez voir Monsieur Google, par hasard, vous allez trouver maintenant, il y a, en tout cas sur Paris et dans les grandes villes, vous avez 5-6 au moins entreprises qui font de la location comme ça. Vous voulez aller dans le Marais, rue des Francs-Bourgeois, le samedi de 9h à telle heure. Bon, ça coûte tant, vous amenez toutes vos affaires et vous ouvrez comme si vous aviez un nouveau magasin. Et c'est assez génial parce que vraiment vous avez... Et là, vous pouvez discuter avec les clients. Vous pouvez prendre le temps de discuter. Et là, vos focus group, ils sont faits un peu de manière aléatoire, mais c'est des vrais clients. Vos études aussi quali en direct. Et là, c'est un sacré gain de temps. Alors, ça coûte un peu cher la location et ça dépend. Si c'est rue des Francs-Bourgeois, c'est un peu plus. Mais vous avez tout en direct et en vrai. Donc, c'est des sacrées preuves. Et ça fonctionne bien. Merci. Allez, encore une petite dernière. Bonjour, j'avais une question concernant le chiffre d'affaires prévisionnel. Vous avez indiqué sur une estimation sur les 3 prochaines années. Bon, sachant qu'on n'est pas tous scientifiques, d'études, etc. Comment on peut anticiper en fait les facteurs qui sont en dehors des coûts qu'on pourrait prendre en compte nous, tels, je sais pas, un changement de réglementation, une évolution d'une technologie émergente, enfin peu importe. Comment on peut inclure en fait dans ce prévisionnel sans non plus être scientifique Alors non, c'est relativement simple. Le truc, c'est que, je remonte sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est les ventes uniquement. Après, vous verrez dans la partie financière plus tard, vous allez aligner tous les coûts qu'il vous faut pour fonctionner. Les coûts humains, location, de matériel, etc., de transport et tout ce que vous voulez. Et après, vous ferez la différence entre votre chiffre d'affaires et vos coûts pour voir si vous êtes rentable ou pas rentable et au bout de combien de temps via le seuil de rentabilité. Là, on calcule, on estime le chiffre d'affaires, soit par l'offre, donc nombre de clients qu'on a eu dans l'étude Quali, multiplié par la fréquence d'achat, multiplié par le prix d'achat, etc. Donc là, on a une estimation. Et ce qui est intéressant pour vérifier, pour valider, c'est par la demande aussi.
Pardon, ça c'était par la demande, excusez-moi. Et par l'offre, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire. OK. Je peux fabriquer 5000 gobelets par mois. Même si on m'en demande 20 000, je ne peux pas en faire plus que 5 000. Donc votre chiffre d'affaires, de toute façon, il sera bloqué à 5 000. Vous voyez? Donc vous avez la comparaison et la confrontation comme ça pour avoir une estimation en volume et après multiplié par le prix, vous avez la valeur. Je suis désolée, mais il faut qu'on laisse la place. Donc je vous remercie encore. Et puis je vous attends là tout de suite sur le stand du NOST à côté.